une fois, la prof nous a demandé en français quelle a été votre plus grande peur. Racontez votre plus grande peur. Et donc, les autres racontaient, ils se sont perdus au supermarché, ils n'ont pas retrouvé leurs parents. Et moi, je racontais un bombardement en allant chez le pédiatre, en sortant de la voiture avec ma mère, et on s'est mis à courir pour aller dans l'abri de l'hôpital. Et bon, évidemment, y a quand même un décalage. Ou quand la prof de français nous a demandé d'écrire quel est notre rêve le plus cher. Moi, la première phrase qui me vient, j'écris mon rêve le plus cher, c'est que la guerre s'arrête dans mon pays et que ce soit la paix un jour au Liban. Et je regarde la copie de ma voisine et elle avait commencé par mon rêve le plus cher est d'avoir un chien et je l'appellerai Bijou. Et je me disais, moi j'ai jamais pensé à ça. Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'Orient, un programme de l'œuvre d'Orient, avec aujourd'hui Rima Abdul-Malak, ancienne ministre de la Culture. Et avant de commencer cette interview, j'en profite pour inviter nos spectateurs à s'abonner à la chaîne Les Voix de l'Orient. C'est fondamental pour le référencement sur YouTube, et ainsi que ces vidéos soient vues par un large public. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Qui êtes-vous? Je suis Rima Abdul-Malak, j'ai grandi au Liban, à Beyrouth, pendant les années de la guerre civile. Avec mes parents, ma sœur et mon frère, on a quitté le Liban en 1989, j'avais 10 ans, pour s'installer à Lyon, fuyant la guerre au Liban. Au départ, pensant que ce serait temporaire, et finalement, on est resté. Mes parents sont toujours à Lyon d'ailleurs. Et moi, j'ai ensuite fait des études en partie à Lyon, en partie à Paris. Et j'ai vécu ensuite entre Paris, New York, Paris. Et je vais pas vous refaire tout mon CV, mais voilà, j'ai eu l'honneur d'être nommée ministre de la Culture et d'exercer presque 2 ans cette fonction. Et depuis, je retrouve une vie plus libre avec différents engagements aux États-Unis, en France, au Liban, de l'enseignement, des engagements associatifs, des projets aussi personnels, poétiques, artistiques. Voilà. Quels souvenirs vous gardez de vos années au Liban, aujourd'hui, quelques années après? Qu'est-ce qui vous reste de ce temps-là? Alors, c'est vrai que c'était les années de la guerre. Et bizarrement, moi, c'est pas de la guerre dont je me rappelle le plus. C'était comme un contexte en toile de fond omniprésent, donc évidemment que je peux pas l'oublier, les bombardements, les refuges dans les abris, le son de la guerre qui était très 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 présent. Mais moi, ce que je retiens le plus, c'est des sensations de solidarité, de communauté, de protection avec la famille, de jeu avec les cousins, avec les voisins. Finalement, une vie d'enfant pas normale, parce que c'était pas normal de vivre pendant la guerre, mais qui avait ses parts de joie, ses goûters d'anniversaire, ses promenades, ses jeux. Bon, il y avait plein de choses qu'on ne faisait pas. Donc moi, par exemple, je n'étais jamais allée au cinéma, je n'étais jamais allée au théâtre, dans un musée, j'avais jamais rien fait de culturel. C'est en France que j'ai découvert tout ça. Mais le Liban était quand même associé, pour moi, cette enfance libanaise est associée à des moments de solidarité familiale, de partage, de repas, de jeux, de découvertes. Et mes parents ont su quand même nous préserver de l'horreur de la guerre pour que finalement ce qu'on retienne le plus ce soit ça et ce soit pas l'inquiétude, l'horreur, la tristesse, la peur de mourir qui était quand même présente. Lorsque vos parents décident de quitter le Liban, vous comprenez ce qui Ah oui, oui, bien sûr. Surtout que je les avais entendus en parler à différents moments de ce projet de départ pour la France, donc c'est quelque chose que je préparais dans ma tête même si c'était pas encore sûr. Et moi, je baignais en fait dans la lecture en français des magazines de Bayard, les Astrapi, les Tom Tom et Nana, etc. Et j'avais une vision complètement idéalisée de la France. Donc je sais pas, j'imaginais une école pleine de couleurs, des facteurs qui passent avec le courrier à vélo, des gens qui passeraient avec des baguettes sous le bras et des bérets sur la tête. Enfin, j'avais une image complètement pittoresque.
Et donc, je voyais bien que ça allait être complètement différent de notre vie au Liban, mais j'en avais envie. Je me disais, on va quitter ce contexte très anxiogène de la guerre et on va aller vivre en sécurité dans le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et alors, en arrivant Et donc on est parti en plein milieu de l'été 1989 par bateau via un rapatriement organisé en fait par la France. On est parti à Chypre, puis de Chypre on a pris un avion, on a été accueillis dans un centre d'accueil pour personnes réfugiées. Puis on est allé à Lyon où mes parents avaient des amis qui étaient là-bas et des repères, parce qu'ils avaient fait 4 ans d'études à Lyon dans les années 70. Donc c'est la seule ville en France qu'ils connaissaient vraiment bien, où ils avaient des contacts et quelques repères. Et très vite, on s'est retrouvés inscrits à l'école pour la rentrée scolaire, c'était quelques jours après. Et me voilà dans un collège de Caluire, dans la proche banlieue de Lyon, à devoir m'adapter à cette nouvelle réalité. Et je devais ne serait-ce que remplir ma première fiche de renseignement, adresse, on n'avait pas encore trouvé d'appartement, profession des parents. Je savais ce qu'ils faisaient au Liban, mais là, ils n'avaient pas encore trouvé de travail. Numéro de téléphone, je ne savais pas si on avait un numéro de téléphone. En fait, je me retrouvais coincée dès le premier jour. Je ne savais pas quoi écrire sur ma feuille de renseignement. Et surtout, je voyais aussi que le regard des enfants autour de mes camarades de classe ne comprenaient pas bien qui j'étais. Donc pour eux, j'étais arabe, mais chrétienne. C'est pas possible. Enfin, pour les Français, on va dire ceux qui se vivaient comme Français, j'étais arabe, et pour ceux qui se vivaient comme arabes, je mets tout ça entre guillemets parce que c'est quand même des notions, l'identité bien plus plurielle que ça, mais c'est comme ça qu'ils se présentaient, me trouvaient pas arabe, puisque pour eux un arabe c'est forcément un musulman. Donc j'avais beau leur expliquer qu'il y a énormément de chrétiens dans le monde arabe, ils comprenaient pas, et donc je me retrouvais comme ça un peu coincée entre deux groupes. Et je me disais, mais en fait, je vais jamais avoir d'amis, personne ne va m'accepter, je suis trop ci, pas assez ça pour chacun. Et les 2 premières années ont été très difficiles en termes d'intégration, d'adaptation. Comment vous percevez les autres enfants, les problématiques que vous vous posez, les problématiques que eux se posent? Est-ce qu'il y a un décalage qui s'opère? Ah oui, oui, très très vite. Moi, j'arrive, ça faisait 10 jours, même pas, qu'on avait quitté le Liban. Donc, le seul monde que je connais, c'est Beyrouth en pleine guerre. Et je me retrouve dans une classe où les enfants, évidemment, sont à milieu de ça. Et pourtant, moi, j'ai 1 an d'avance, donc je suis plus jeune qu'eux. Et je me sens plus vieille dans ma tête, en quelque sorte. Et d'ailleurs, les profs le disent toujours dans mes bulletins, élèves d'une grande maturité, ce qui faisait plaisir à mes parents, mais moi me déprimait, parce que je me disais, ah, mais en fait, je suis pas une enfant comme les autres, c'est comme si j'avais perdu mon enfance. Et les rédactions étaient pour ça assez révélatrices, parce qu'on nous demandait de raconter des choses. Par exemple, une fois, la prof nous a demandé en français, quelle a été votre plus grande peur? Racontez votre plus grande peur. Et donc, les autres racontaient, ils se sont perdus au supermarché, ils n'ont pas retrouvé leurs parents, et moi je racontais un bombardement en allant chez le pédiatre, en sortant de la voiture avec ma mère, et on s'est mis à courir pour aller dans l'abri de l'hôpital, et bon, évidemment, il y a quand même un décalage. Ou quand la prof de français nous a demandé d'écrire quel est notre rêve le plus cher, moi, la première phrase qui me vient, j'écris mon rêve le plus cher, c'est que la guerre s'arrête dans mon pays et que ce soit la paix un jour au Liban. Et je regarde la copie de ma voisine, et elle avait commencé par mon rêve le plus cher est d'avoir un chien, et je l'appellerai Bijou. Et je me disais, oh moi j'ai jamais pensé à ça. Et bon, encore aujourd'hui, je n'ai pas envie d'avoir un chien que j'appellerai Bijou, et j'aimerais vraiment qu'il y ait la paix un jour dans mon pays. Mais voilà, à 10 ans, c'est un énorme décalage en fait, même pour les discussions à la cour de récréation, pour se faire des amis. Enfin, moi, je me sentais très loin de ce qu'ils vivaient, de leurs loisirs, de leurs activités. Déjà, la langue, c'était pas facile, parce que certes, j'avais appris le français dans une école jésuite francophone à Beyrouth, Notre-Dame de Jamrour, où mon niveau écrit était excellent, je dois dire, grâce à cette éducation-là qui est de très très bon niveau et très exigeante.
Mais à l'oral, j'étais complètement bloquée parce que je n'avais pas l'habitude de parler en français. Et quand je parlais, les autres me disaient « mais elle parle comme un livre » parce que c'était très soutenu. Le français des francophones est un très beau français en réalité, mais très soutenu. Donc moi qui arrivais dans un collège de banlieue où les élèves parlaient entre le verlan, le parler un peu banlieue, du français, on va dire d'argot. Moi déjà, il y a des mots, je ne savais même pas ce que c'était. Et au niveau familial, vos parents étaient universitaires. Et Ouais. comment ils s'intègrent en France? Quel est leur choix C'est un choix qui se réduit forcément. Donc ils étaient tous les deux profs d'université, ma mère en géologie et mon père en biologie, à l'université libanaise de Beyrouth, qui est une université publique. Et arrivés en France, en fait, les postes à l'université sont très rares. Et ils ont dû s'adapter. En réalité, ma mère n'a jamais retrouvé de travail. Elle a essayé, postulé à plein de choses, ça n'a pas marché. Et elle s'est retrouvée, malgré elle, femme au foyer, alors qu'elle n'a jamais voulu être mère au foyer, qu'elle avait fait des études, même contre l'avis de son père, qu'elle était allée jusqu'à faire une thèse, qu'elle s'était émancipée véritablement de sa famille pour aller au bout de ses rêves à elle de devenir géologue, mais elle n'a pas pu exercer ce métier en France. Et mon père, grâce au directeur de thèse qui avait accompagné sa thèse quand il était en France dans les années 70, a trouvé un travail, mais qui n'avait rien à voir avec l'enseignement, dans une entreprise de collagène, en fait, de recherche sur le collagène pour faire les matières premières des crèmes anti-rides, ce genre de choses. Donc il faisait quand même de la recherche biologique, mais dans un autre cadre, plus commercial, on va dire. On est arrivé en France avec 5 valises. On s'est fait prêter énormément de choses, d'amis de mes parents, d'amis de leurs amis, d'amis des voisins. Il y a eu quand même un très beau mouvement de solidarité et de soutien quand on est arrivé. Donc c'était plus ça, d'avoir des affaires un peu de bric et de broc, des habits qui sont pas à nous, qui nous ont été prêtés, des couverts qui sont pas tous les mêmes. Mais c'était rigolo. Enfin, en fait, comme enfant, moi j'aimais bien. J'avais aucune gêne par rapport à ça. Non. Et puis ça, c'est vraiment pas quelque chose de rapport à l'argent où on a mis du temps à avoir une voiture. On a mis du temps. Enfin, il y avait des choses où on n'avait pas de sous au début. Mais moi, je l'ai pas perçu ça. Hein. J'ai jamais ressenti ce sentiment de déclassement ou de pas du tout. Non. Et alors vous partez pour un départ provisoire, vos parents décident de ne pas rentrer. Oui, en fait, ils avaient eu un accord avec l'université libanaise pour 4 ans. S'ils revenaient dans les 4 ans, ils pouvaient récupérer leur poste de prof titulaire. Et s'ils ne revenaient pas dans les 4 ans, ce qui était logique, ces postes allaient être attribués à d'autres personnes. Et les 4 ans sont passés très vite, sauf que même si la guerre s'est arrêtée finalement 1 an après notre départ, c'était fragile. Il y a eu les accords de Taïf au Liban, mais il y avait encore l'armée syrienne, il y avait encore l'occupation israélienne dans le sud. La tension était partout encore assez forte. Donc mon père n'était pas du tout rassuré par rapport à la situation sécuritaire et politique. Économiquement, le pays n'allait pas très bien. Et puis, en fait, mes parents se disaient, bon... les enfants vont bientôt aller au lycée puis à l'université. Comment on va faire au Liban? Le système éducatif est quand même moins... Il y a moins de choix possibles pour eux. C'est très cher. Tout est privé si on veut une très bonne éducation. Et puis on n'avait plus d'appartement. Puisque notre appartement avait été détruit. Donc ça voulait dire aussi trouver un autre endroit. C'était beaucoup de frais. Enfin, voilà. Je pense que tout ça a joué. La peur de rentrer dans un contexte trop instable et l'envie de nous assurer un meilleur avenir à nous, leurs 3 enfants. Je crois que c'était ça les raisons, mais c'était un arrachement pour eux, surtout pour ma mère, qui elle, je pense, aurait préféré rentrer auprès des siens. Et donc les années avancent, vous faites le choix de vous engager, d'abord de manière associative et après au service du politique. Vous avez en même temps une double identité. Est-ce que le fait de s'engager en France, c'était quelque chose d'évident pour vous? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce rapport à l'engagement public dans son pays d'adoption?
Comme je vous le disais avec mes rédactions, moi j'étais très vite, dès mon enfance, sensibilisée à l'état du monde. Comprendre pourquoi les guerres commencent, comment elles peuvent s'arrêter, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les êtres humains vivent plus en paix ensemble. C'était vraiment des questions que je me posais. Même quand je retrouvais mes journaux intimes d'enfants, en fait, je réfléchis à ce genre de choses. J'essaye de trouver des réponses à ces grandes questions existentielles, mondiales, géopolitiques. Et donc, j'ai toujours été fascinée par ça. Au début, moi, je voulais être journaliste. Et je m'étais abonnée au journal des enfants, puis à d'autres journaux, et je découpais des journaux, mettais des articles dans des classeurs sur certains sujets, par exemple le conflit israélo-palestinien, l'extrême droite en France. J'avais quelques obsessions comme ça. Et je me disais, je veux être journaliste pour témoigner de ce qui se passe, pour raconter ce qui se passe, parce que c'est extrêmement important d'informer les gens. C'est la première étape pour qu'ensuite les gens agissent. Donc j'ai fait Sciences Po à Lyon dans le but de rentrer ensuite dans les écoles de journalisme. Et au cours de ma scolarité à Sciences Po, j'ai changé d'avis, j'ai été attirée par le monde des ONG et des associations et je me suis dit, en fait, encore mieux que de témoigner et de raconter et d'écrire, parce que le jour où je serai reporter de guerre, je ne sais pas si ça arrivera, je voyais bien que les gens sortant des écoles de journalisme faisaient d'abord des piges, des boulots de secrétaire de rédaction, de correction, des choses plus locales avant de partir à l'autre bout du monde, je vais m'engager dans les ONG et je vais pouvoir agir concrètement, notamment pour les enfants. Ça aussi, c'était mon obsession, peut-être liée à ma propre enfance pendant la guerre, mais comment faire pour que les enfants des pays qui souffrent grandissent avec un espoir, un horizon possible et des aides pas seulement médicales, matérielles, mais aussi morales, pour les aider à se construire comme citoyens, à grandir, à développer leur imagination et à s'émanciper du contexte gluant dans lequel ils sont nés. Donc c'est comme ça que j'ai dérivé en quelque sorte vers l'action humanitaire et vers les ONG, en travaillant d'abord avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Ce que je trouvais intéressant avec le CCFD, c'était une approche qui n'était pas d'envoyer des expatriés français dans les pays où ils interviennent, mais de travailler avec des associations locales, avec les forces vives des pays. Et donc ils allaient en soutien à ces associations locales. Donc c'était une approche que je trouvais plus juste en fait, et plus respectueuse des énergies qui existent dans ces pays. C'était moins entre guillemets colonialiste aussi. Et donc je suis partie avec eux en Israël et dans les territoires palestiniens, ce qui était là aussi une quête aussi personnelle que j'avais, de comprendre de l'intérieur ce conflit, comprendre de l'intérieur ce qui s'y passait, et pas juste me contenter de ce que j'avais lu dans les livres et les journaux, et de voir à travers une association qui est elle catholique mais qui intervient là-bas pour tout le monde, les communautés palestiniennes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, les juifs israéliens, les arabes israéliens, tout le monde était concerné par les associations soutenues par le CCFD, et moi j'ai pu voir un peu l'ensemble de ces actions l'année 2000, quelques mois avant le déclenchement de la deuxième intifada, donc un moment assez crucial d'une fin de période de relative paix, et du déclenchement d'une nouvelle ère de conflits dont on est hélas toujours pas sorti. Et ça a été très formateur pour moi, j'avais que 21 ans, et je me retrouve plongée dans ce contexte-là, et je vois en même temps des associations, notamment j'ai été marquée par une association de femmes à Gaza, qui s'appelait Culture et Pensée Libre, As-Saqafa wal Fikr al-Hur en arabe. C'était quand même fou, 5 femmes à Gaza dans des camps de réfugiés qui avaient créé une association pour le développement de la culture et de la pensée libre des jeunes. Waouh! Voilà, et j'ai travaillé avec elles et elles étaient soutenues par le CCFD. Donc mon engagement vers l'humanitaire associatif, il a commencé comme ça. Quel était le rapport à la religion dans votre famille ? Oui, alors si on part sur la question religieuse dans ma famille, c'est très compliqué. Donc en résumé, au départ, ma famille à Abdelmalak est une famille musulmane. Mais pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient 4 frères, 2 ont été recueillis dans un couvent catholique latin, et par reconnaissance
pour cet accueil et cette aide qu'ils avaient eue, se sont convertis au catholicisme latin. Leurs 2 autres frères sont restés musulmans sunnites. Puis mon grand-père, qui était donc catholique latin, a eu 3 fils, mon oncle, mon père et mon autre oncle, et s'est rendu compte qu'en étant catholique latin, au Liban, ça fonctionne beaucoup par quota des communautés religieuses. Il y a 17 communautés religieuses, et les catholiques latins n'étaient que 1% de la population. Donc en fait, son fils aîné qui voulait entrer en fac de droit, devenir avocat, en fait, il n'avait que 1% de chance d'avoir des places. Après, dans la fonction publique, il y a 1% de chance pour les catholiques, 1% de place pour les catholiques latins. Dans l'armée, il y a 1% de place pour les catholiques latins. Et il s'est dit, mais en fait, c'est nul, pourquoi on est catholique latin l'avenir de mes enfants est réduit à 1% de chance, donc il faut qu'on se convertisse. Et comme il était marié, mon grand-père, à une femme de religion grecque-orthodoxe, il s'est dit le plus logique, comme les enfants sont élevés dans un plutôt rite grec-orthodoxe par leur mère, ben on va se convertir, on va devenir orthodoxe. Donc, ce bout-là de la famille est grec-orthodoxe, j'ai un autre bout de la famille qui est encore catholique latin, et un autre bout de la famille qui est toujours musulman sunnite. Ça, c'est du côté de mon père. Du côté de ma mère, c'est beaucoup plus homogène, ils sont tous maronites. Qu'est-ce que l'environnement laïque de la France a changé dans votre vie ? L'environnement laïque, ça n'existe pas au Liban. Il n'y a pas de laïcité au Liban. Encore aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de mariage civil, il n'y a pas... Et j'aimerais qu'un jour ce soit possible, parce que ce pays ne peut pas devenir un État-nation sans laïcité à un moment donné. Mais à l'époque où moi je grandissais là-bas, j'étais dans une école jésuite, donc j'y avais des cours de catéchisme, catéchèse on appelait ça, on allait à la messe, on avait les confessions 1 fois par semaine, ça c'était horrible parce que comme enfant on sait pas trop quoi dire, on se retrouve à inventer des péchés, et donc on était dans cet environnement-là. Mais moi, mon père a toujours été un fervent laïque et voulait aussi qu'on aille en France pour ça. Je pense que lui, la guerre civile libanaise était un peu la démonstration, quelque part, que il fallait pas trop s'accrocher à une communauté religieuse, parce que ça pouvait mener, dans certains cas très extrêmes, à des conflits sanguinaires, et lui voulait pas cautionner ça, quelque part, ni au nom des chrétiens, ni au nom des musulmans, ni au nom de qui que ce soit. Ma mère a toujours eu un rapport beaucoup plus croyant, pratiquant, et a toujours eu beaucoup, a toujours donné beaucoup plus de place à la religion. Mais pour mon père, heureusement pour lui, quelque part, il voulait que quand on arrive en France, on s'adapte à cette laïcité française, parce que c'était ce que lui défendait, au fond, et ce qu'il aurait voulu pour le Liban. Donc moi, j'ai grandi avec les 2 sons de cloche, quoi. Le son de cloche plus laïque et le son de cloche plus croyant, et la foi de ma mère qui était plus présente. Ouais. Mais en France, on n'allait pas à l'église, ma mère y allait seule. On faisait plus de cours de catéchisme, etc. On est vraiment rentré dans l'école républicaine française, et tout un tas d'autres activités, de musique, de théâtre, de tout ce que la France nous a permis comme ouverture aussi vers la culture. Parce que moi, c'est ça qui m'a construit finalement. C'est beaucoup plus la découverte du théâtre que la religion. Je voudrais qu'on passe maintenant à votre action au gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères a créé, en collaboration avec l'Œuvre d'Orient, le Fonds des écoles d'Orient, pour financer les écoles chrétiennes francophones au Moyen-Orient. Quel est l'intérêt de la France à co-gérer ce fonds ? Oui, on avait d'ailleurs Charles Personnaz, directeur de l'Institut national du patrimoine, qui était très impliqué sur cet enjeu. Parce que là, on parle de l'éducation de générations qui vont être les citoyens de demain, les acteurs clés du pays demain. Et cette éducation francophone, cette éducation connectée à la France sous 1000 aspects, y compris culturels, cette ouverture en fait, elle est extrêmement cruciale pour que cette génération grandisse avec une connaissance plus large des réseaux aussi, des connexions, qui vont à la fois les aider à titre individuel dans leur parcours personnel, et qui vont aider le pays dans sa reconstruction, hein, parce qu'avec le Liban notamment on parle toujours de reconstruction, ça repart en arrière puis ça se reconstruit, ça se détruit puis ça se reconstruit,
Et oui, c'est le cœur de l'amitié franco-libanaise ou franco-moyen-orientale, elle passe beaucoup par les écoles. L'intérêt pour la France, c'est de ne pas perdre le lien avec ces pays et avec ceux qui seront peut-être demain l'élite de ces pays. Il y a un autre acteur qui sert aussi la culture dans ces territoires, c'est la fondation Alif, Oui. qui a pour objectif de reconstruire le patrimoine en zone de guerre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette création ? Pourquoi est-ce que le gouvernement français a poussé sur cette nouvelle fondation ? Oui, ALIF, c'est l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine en danger, notamment dans les zones de guerre, mais aujourd'hui ça s'est élargi par exemple au patrimoine impacté par le changement climatique. Ça a été lancé en 2016 sous François Hollande. Moi j'étais à New York à ce moment-là, j'étais attachée culturelle à New York et il avait fait cette annonce aux côtés des Émirats Arabes Unis qui étaient partenaires de la France au Met, le musée le plus important de New York, devant le temple de Dendour, c'était magnifique. Et c'était parce qu'il y avait eu cette prise de conscience suite à ce qui s'était passé en Irak, mais aussi en Syrie, de préserver le patrimoine de ces pays quand il a pu être détruit ou qu'il est menacé d'être détruit, parce que ce patrimoine, il n'est pas important uniquement pour les pays où il est implanté, mais pour l'humanité entière, parce que c'est réellement un patrimoine à valeur universelle et qui a une importance pour toute l'humanité. Évidemment, la France est membre de l'UNESCO et l'UNESCO a un rôle extrêmement important, diplomatique, de négociation, de protection du patrimoine. Mais ALIF, c'est une structure plus petite, je dirais peut-être plus agile, qui a en capacité d'aller dans les territoires de manière très rapide, de constituer des équipes extrêmement rapidement et d'engager des chantiers extrêmement rapidement. Donc c'est une structure qui est publique-privée, c'est-à-dire il y a des fonds qui viennent de différents États membres qui soutiennent, et des fonds privés, notamment de mécènes américains. ALIF aujourd'hui a une action vraiment très forte. Moi quand j'étais ministre, je suis allée avec eux en Arménie où ils ont réellement agi très rapidement, en Ukraine où ils ont agi très rapidement, au Liban après l'explosion du port et encore aujourd'hui ils continuent à être très investis, c'est le cas aussi en Irak, c'est le cas bref dans énormément de contextes. C'est un peu les médecins sans frontières du patrimoine, on va dire, les urgentistes du patrimoine, mais ils font un travail plus aussi sur le long terme et ça permet aussi de former des professionnels du patrimoine dans les pays d'intervention, ça permet de mobiliser aussi l'opinion sur, voilà, par exemple le patrimoine des Arméniens, ils ont contribué à ALIF aussi à faire prendre conscience du danger qu'il y avait à laisser potentiellement ce risque de destruction, de disparition de monastères, d'églises, sous la volonté quand même claire d'effacement par l'Azerbaïdjan. Donc ALIF et cette structure, d'ailleurs moi je suis toujours très impliquée avec ALIF parce que j'ai rejoint leur comité international et je continue à les aider à lever des fonds, à réfléchir à leur stratégie de développement. Je crois énormément dans cette structure et dans son agilité sur le terrain pour sauvegarder le patrimoine dans des zones où c'est l'histoire de l'humanité qui se joue. Vous avez parlé de l'Arménie, ça fait partie des pays sur lesquels vous êtes rendu, qui vous tenaient particulièrement à cœur. Pourquoi êtes-vous touché par la cause de ce pays et qu'est-ce qui s'y joue selon vous ? Alors pour moi déjà, l'Arménie c'est associé à mon enfance libanaise parce qu'il y a tellement d'Arméniens au Liban. Donc c'est un peu les mêmes histoires, quoi. C'est avec pour eux un génocide absolument atroce. Et j'ai toujours été dès toute petite très sensible à ce qu'avaient vécu les Arméniens et à la préservation de leur culture, qui n'est pas que liée à leur religion. C'est pas parce que seulement ils sont chrétiens, mais c'est tout, c'est une langue, c'est une musique, c'est des traditions, c'est des œuvres d'art, c'est des danses, voilà. Et donc j'ai toujours été passionnée par la culture arménienne. Et évidemment, quand je suis devenue ministre de la Culture, étant donné
l'offensive azerbaïdjanaise, je ne pouvais pas ignorer ce qui se passait en Arménie et ne pas m'en préoccuper. Donc très vite on s'est mobilisé avec l'Institut national du patrimoine, avec le Louvre, avec ALIF, avec le CNC pour le cinéma, avec différentes organisations culturelles. Je suis aussi allée en Arménie, j'ai emmené une délégation avec moi, c'était en octobre 2023. J'avais de très très bonnes relations avec l'ambassadrice d'Arménie en France, Asmi, qui est une femme absolument formidable. Ce n'est plus elle maintenant, mais je veux quand même lui rendre hommage. Et on a tissé énormément de projets de coopération. On a travaillé aussi avec TUMO à Erevan pour numériser les sites de patrimoine à sauvegarder avec des scans 3D, des scans laser, avec le soutien d'une start-up française qui est Iconem et avec des budgets d'ALIF. Donc on s'est intéressé vraiment à tous les champs qu'on pouvait embrasser pour non seulement préserver le patrimoine qui doit être préservé, mais nourrir la coopération pour que la nouvelle génération d'artistes et de créateurs puisse développer des projets, parce que c'est aussi une jeunesse qui a soif de créativité, de projets, de liens avec la France. Pour moi, cette approche de soutien à la culture en Arménie, elle n'est pas que le passé, la préservation du patrimoine, elle est aussi accompagner l'avenir et les nouvelles générations de créateurs. Autre fait important que vous avez mené lors de votre passage au ministère de la Culture, c'est la création du nouveau musée du Louvre, oui, consacré à l'art des chrétiens d'Orient. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quel est l'enjeu autour de ce nouveau musée? Oui, alors pour être totalement honnête, c'est vraiment Laurence Descartes qui a amené cette idée quand elle a postulé pour la présidence du Louvre, sachant que c'était un projet déjà qui avait été discuté sous Henri Loiret, qui était en réflexion depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que le Louvre a ouvert un département des arts de l'islam. Il y avait cet enjeu de faire comprendre la spécificité, mais aussi l'énorme étendue et la diversité des arts de Byzance et des chrétientés d'Orient, sur un plan géographique, historique, esthétique. C'était extrêmement riche. Et en fait, il y a à la fois dans les collections du Louvre vraiment énormément d'œuvres à mettre en avant et donc à rassembler pour qu'il y ait un parcours peut-être plus cohérent, mais aussi des prêts, des projets d'exposition qui faisaient sens. Et c'est vrai que c'était quand même à un moment aussi politique où cette question de la défense des cultures au pluriel, des chrétiens au pluriel d'Orient, se posait de manière encore plus forte, et qu'on ne pouvait pas ne pas l'aborder sur un plan culturel avec le plus grand musée du monde qui est le Louvre, vu les collections qu'ils ont, vu l'approche scientifique absolument rigoureuse, passionnante qu'ont les conservateurs. On avait là toute la matière en fait pour mettre en lumière une histoire, une civilisation, un patrimoine et le connecter au présent. Parce que les gens ont besoin de comprendre dans le présent. Quand on dit chrétien d'Orient, c'est quoi, c'est qui, c'est où? En fait, pouvoir avoir des réponses au Louvre et pouvoir le faire par le biais d'œuvres magnifiques, d'icônes byzantines, de sculptures, de pièces qui ont traversé les siècles, c'est une autre approche qui sera à la fois intellectuelle et émotionnelle. C'est-à-dire qu'on pourra se rattacher à ces œuvres et ressentir une émotion tout en apprenant des choses sur l'histoire de ces cultures. Au final, quand on se rend compte qu'on a parlé de beaucoup de choses différentes actions faites par l'État français, est-ce que les chrétiens d'Orient ont une place particulière dans la diplomatie française? Est-ce que c'est le cas et pourquoi? Oh, il y a 1000 réponses à ça, je pense, mais je pense que la France a toujours eu un lien particulier avec les communautés chrétiennes du monde, et du monde arabe en particulier. C'est lié aussi à l'histoire du mandat français, c'est lié au général de Gaulle, c'est lié à tellement d'étapes de notre histoire. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est une réponse qui mériterait un peu de temps, parce que la simplification voudrait qu'on parle tout de suite du danger de l'islamisme, de Daesh, et en face, on oppose les chrétiens d'Orient. Mais je ne veux pas tomber dans cette simplification-là, parce que c'est justement ça qui est souvent instrumentalisé par l'extrême droite pour que le sujet chrétien d'Orient, en fait, apparaisse comme un sujet contre l'islam.
Or, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas de lutter contre l'islam. L'enjeu est la coexistence, comme ça a pu l'être pendant des siècles, dans cette région entre des communautés juives, chrétiennes, musulmanes, musulmanes chiites, musulmanes sunnites. Enfin, cette coexistence des communautés religieuses est pour moi la boussole, à titre personnel. Pour autant, c'est sûr que les relais diplomatiques, les relais éducatifs, les relais associatifs qu'a la France avec les différentes communautés des chrétiens d'Orient comptent, parce que ce sont, dans des contextes de crise, de guerre, malheureusement c'est une région qui est secouée en permanence par des crises et des guerres, ce sont des relais extrêmement importants. Et la France a besoin de les soutenir aussi pour préserver cette diversité religieuse comme linguistique, comme culturelle dans cette région. Mais normalement, la France devrait aussi le faire avec le même... Voilà, pour toutes les minorités opprimées du monde. Que ce soit les Ouïghours en Chine, que ce soit en Birmanie, d'autres minorités opprimées, les Rohingyas en Thaïlande, etc. Moi, je me suis intéressée à titre personnel à toutes ces minorités opprimées dans des pays, que ce soit en Inde, au Pakistan, etc. Donc aujourd'hui, on arrive dans un monde de plus en plus dominé, en fait, par... des cultures hégémoniques et des religions hégémoniques qui ne supportent pas la présence sur leur territoire de populations qui ont soit d'autres religions, soit d'autres cultures, soit d'autres langues, soit d'autres rites. Et ça, c'est un sujet qui est universel, en fait. C'est ça que j'aimerais qu'à partir de la défense des chrétiens d'Orient, qui est très médiatisée en France, on n'oublie pas que, qu'il y a d'autres peuples, de la même manière, qui vivent opprimés dans des pays où ils n'ont pas les mêmes droits que les autres, que la religion dominante ou que la langue dominante. Donc ça, pour moi, c'est quand même cette tradition droit de l'homiste de la France qu'on ne doit pas perdre de vue, qui est de toujours défendre les droits des peuples où qu'ils soient, en fait. Et dans d'autres cas, ça peut être d'ailleurs des minorités musulmanes dans des pays chrétiens, etc. Cette boussole, pour moi, elle est ça. Les minorités religieuses, où qu'elles soient, et de défendre leur droit à l'existence, leur droit à une culture, leur droit à préserver leur culture, leur patrimoine, leur droit à grandir en paix avec leur famille. Mais moi, ça me touche venant d'un pays qui, malgré des années de guerre civile et des conflits encore persistants, a montré quand même que c'était possible aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi avec autour de moi des enfants de différentes religions, et je sais que c'est possible, et qu'on peut se comprendre, et qu'on peut s'aimer, et qu'on peut trouver plein de choses en commun, et pour autant, on va pas faire la même prière, on va pas avoir... les mêmes fêtes, il y a des choses qui sont différentes, mais il y a énormément de choses qui nous rassemblent. Donc cette coexistence entre différentes religions, c'est pour moi la boussole toujours. Vous en avez un petit peu parlé, mais quelle importance ont pour vous les écoles chrétiennes au Liban ? Il y a quelque chose que j'ai pas dit qui est très important, c'est que les écoles chrétiennes au Liban n'ont pas que des chrétiens parmi leurs élèves. Pour moi, en tant que Libanaise, c'est évident, mais vu de France, peut-être que ça l'est pas, donc c'est hyper important de le dire. Ces écoles peuvent être des écoles, mettons, jésuites ou catholiques, mais elles accueillent toutes sortes d'élèves, y compris des élèves musulmans. Donc la question n'est pas la question de l'éducation religieuse. La question, elle est de préserver une tradition d'enseignement, la place du français, parce que ce sont quand même des écoles globalement plus francophones que les autres. C'est de préserver un lien avec le monde francophone, pas seulement la France. Et c'est une approche, de ce que moi j'en connais en tout cas, de respect et de dialogue entre les religions. C'est pas du tout une approche sectaire, clivante, absolument pas. Toutes les écoles que j'ai pu voir, pas seulement celles où j'ai été, mais celles que j'ai pu visiter après adulte, me l'ont prouvé. C'est vraiment un enseignement de la fraternité, du dialogue, du respect entre les religions, du respect de la différence. Et c'est cette philosophie aussi
qui méritent d'être poursuivis. C'est pour ça que quand on entend en France école chrétienne, je pense qu'on ne se représente pas ce que c'est une école chrétienne au Liban. Ce sont aussi des écoles qui accueillent des personnes très défavorisées, des familles qui n'ont pas les moyens, des réfugiés palestiniens, des réfugiés syriens. Ces écoles ont ouvert leurs portes à toutes les vagues de réfugiés que le Liban a connues, donc elles ont cette œuvre de fraternité très, très ancrée. C'est pas du tout des écoles de prosélytisme ou de sectarisme religieux, absolument pas. Je voulais finir sur le Liban. Quel regard vous portez sur le Liban actuel ? Alors, en ce moment, j'ai de l'espoir pour le Liban, parce qu'on a enfin un président, un nouveau gouvernement, un premier ministre qui est un homme honnête, droit, volontaire, et qui a une vision pour le pays, donc on a de l'espoir. Maintenant, la tâche est titanesque, la situation économique est catastrophique, la livre libanaise n'a jamais été aussi dévaluée, le pays est quand même globalement à plein de quartiers détruits, le sud du pays, la banlieue sud de Beyrouth, plein de quartiers de Beyrouth sont un champ de ruines depuis la guerre entre le Hezbollah et Israël. Il y a tout l'enjeu du désarmement ou pas du Hezbollah, quand, comment, sur combien d'années, beaucoup d'enjeux encore très tendus aujourd'hui. Une instabilité structurelle, une crainte que la guerre reparte parce que le cessez-le-feu est très fragile. Malgré toutes ces inquiétudes, il y a une jeunesse qui a un appétit insatiable, une énergie incroyable. Il y a des gens qui se retroussent les manches, qui veulent agir pour le pays. Il y a une diaspora qui aide le pays. Il y a un tissu d'associations, d'ONG qui fait le maximum. Et maintenant, on a un État qui est en train de se reconstruire, un gouvernement qui porte une ambition très forte. Vont-ils y arriver ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'y croire.